livre que nous allons décortiquer aujourd'hui, c'est le livre d'Alessandro Baricco, Les Barbares. Commençons d'emblée par le superflu. Alors autant le dire tout de suite, autant aller droit au but, ce livre est un véritable bijou. Alessandro Baricco crée ici une échographie de la société occidentale sous le prisme de la culture. Selon lui, il subsiste une marche en avant irréfragable contre laquelle on ne peut pas lutter. C'est un raz-de-marée culturel qui nous submerge et qui détruit tout. Ça détruit nos valeurs, nos pensées, notre âme. Mais alors, qui sont les barbares? Eh bien, les barbares, ce sont les turiféraires de cette idéologie culturelle destructrice. Les barbares, ce sont les virus porteurs de cette maladie dégénérative. Alessandro Baricco s'oppose donc en témoin d'un changement de paradigme. Il s'essaie à l'essai, comme il le dit lui-même. N'oublions pas qu'à la base, c'est un romancier. Il va fustiger la McDomination de ce monde. Il va fustiger la coca-colonisation de ce monde, mais sans jamais se vautrer dans une sorte de marxisme de bas étage ou d'anti-néolibéralisme attendu. Par exemple, il ne prononcera jamais le mot marchandise ou le mot États-Unis. Cependant, quelques points d'achoppement existent lorsqu'à la page 220, il dénonce clairement la perte de nos âmes sans jamais évoquer une seule fois le matérialisme. Enfin, et pour clore avec le superflu, sachez que ce livre est d'une richesse considérable. Stéphane Edouard a réalisé une conférence à ce sujet. Je vous y renvoie, elle est absolument superbe. Mais rien ne sera redondant. Ce livre est tellement riche en idées que nous pouvons en tirer une substance différente de la conférence de Stéphane Edouard. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Passons à l'essentiel. À l'initiale, l'auteur nous livre 3 exemples expliqués, détaillés, décortiqués, et qui sont porteurs de l'idéologie barbare. Le vin, le foot, le livre. Attaquons par le vin. Nous n'allons pas ici détailler l'exemple du vin pour ne pas surcharger la vidéo. Cependant, à travers la percée des vins californiens, il ressort un concept assez évident, le nivellement par le bas, autrement dit le dysgénisme social, par le truchement de la marchandise. La marchandise qui pousse donc à une recherche perpétuelle du consensus, du terrain d'entente et, corollaire important, détruit toute conviction. Le deuxième exemple, c'est l'exemple du foot. L'exemple peut paraître hors sujet au départ, surtout qu'il parle un petit peu de lui-même. Il prend exemple de sa personne. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les barbares ici, ce sont les pourvoyeurs de plusieurs concepts délétères et pourtant omniprésents en Occident. La flexibilité, l'ego, le développement personnel des compétences et l'idée de la multitâche. Enfin, le dernier exemple, et c'est le plus pertinent, on va s'arrêter un instant dessus, c'est l'exemple du livre. L'exemple démarre à partir d'un adage populaire fort répandu. Celui que tout le monde répète à l'envi, vous le connaissez tous. Oh, les gens ne lisent plus. Les gens ne lisent plus. On l'entend constamment. Baricco glisse un bémol. Si plus personne ne lit, pourquoi les ventes de livres ne font qu'augmenter? C'est vrai, il a raison. Il fallait prendre le problème autrement, par un autre bout. C'est ce qu'il fit. L'auteur nous révèle avec brio que si les gens achètent des livres, c'est avant tout pour consommer l'extension d'un produit préexistant. En réalité, le livre n'est plus le produit fini, la finalité. Par exemple, le livre va venir se greffer à la biographie d'une star du porno, ou bien le livre va venir se greffer au témoignage d'un homme qui a recueilli un migrant chez lui. Ce n'est plus le produit seul, indépendant, qui élève la pensée. Il n'est qu'un produit dérivé. Le livre fait dorénavant partie d'un monde. C'est un gadget superfétatoire. Sa fonction originelle a complètement disparu. En clair, résumons, nous n'achetons plus le livre pour aller, in fine, chercher l'idée qu'il y a dedans, mais plutôt pour ajouter de l'information à une idée déjà existante. En clair, ces 3 exemples, donc le foot, le vin et le livre, entérinent l'installation de l'idéologie barbare et de ses principes. Pour illustrer la mainmise opérée et orchestrée par les barbares à travers le temps,
Baricot consacre une partie de son livre à l'histoire. Alors il jongle avec les anachronismes et les uchronies, toujours avec doigté, sensibilité et subtilité. Baricot va toujours se montrer subtil à travers ce livre. Ainsi, il démontre l'évolution, voire l'évanescence de certaines valeurs que nous avions crues intemporelles. Mais d'où vient cette domination des barbares? Avant tout, elle arrive grâce à un changement de paradigme, ce changement occasionnant un renversement des valeurs. Trois principalement. La première, l'ego. L'homme ne veut plus se cantonner à un rôle, il veut être polyvalent, il veut être tout et son contraire. Les barbares, en caressant l'ego de l'homme dans le sens du poil, sont parvenus à faire cracher le consommateur en lui. La deuxième, la fin du culte de l'effort. Les barbares ont remplacé cette valeur par le spectaculaire. La troisième, la démasculinisation. Baricot n'appelle pas cela ainsi. Avec grâce, il évite toujours d'être catalogué au pointé du doigt. L'homme porteur de tradition, l'homme porteur de valeurs ancestrales et héritier fier d'une lignée, cet homme-là, il n'existe plus. Par conséquent, nous n'avons plus en nous les anticorps culturels pour résister aux barbares, ces forces intérieures nous ont fui. Mais alors, quel est le terrain de jeu des barbares? La démocratie et son atomisation de la société, c'est le bac à sable idoine des barbares. Nous pourrions aussi y ajouter l'idéologie progressiste, qui sert la soupe aux barbares, même si ces derniers voient en elle plutôt une recherche perpétuelle de la différence. Alors maintenant, entrons directement dans le monde des barbares, à travers un exemple concret. Baricot nous susurre l'exemple de Las Vegas. Las Vegas, qu'est-ce donc? C'est la création d'un nouveau monde, une sorte d'épicentre, une niche autour de laquelle on crée une effervescence permanente. Ça n'a pas d'histoire, Las Vegas. Voilà le but ultime des barbares, créer cette effervescence. Le but n'est plus le produit, mais l'effervescence créée autour de lui. Souvenez-vous du livre. Dans le monde des barbares seront donc créés à l'envi ce que le philosophe Foucault appelait des hétérotopies. Ce n'est pas un concept présent dans le livre, mais nous trouvons qu'il s'applique parfaitement. Les hétérotopies, ce sont des lieux à l'intérieur de la société où le temps, les personnages, les valeurs diffèrent. C'est donc un mini-monde dans le grand monde, mais un mini-monde avec ses propres codes. D'accord? Hétérotopie, c'est aussi autre utopie. Donc ce sont des mini-mondes avec d'autres codes puisqu'ils cherchent une autre utopie que le monde réel. Les barbares désirent donc multiplier les hétérotopies en réalité. Continuons en prenant comme exemple plutôt un objet. Déclinons-le d'une autre façon. Prenons le hamburger, qui est le produit. Lorsque l'on se rend chez McDo, on n'y va pas pour le hamburger. On n'y va pas pour le produit fini. Pourtant, normalement, ça sert à ça, McDo. Si le but était le produit fini, ici la viande, personne n'irait chez McDo. Mais plutôt, je ne sais pas, dans un asado argentin déguster le meilleur des steaks. Donc les gens vont chez McDo pour l'effervescence créée autour du hamburger. Les gens y vont par réflexe, par propagande subie, par habitude, par ambiance. Mais pas pour le produit fini. Nous pourrions même ajouter un exemple du quotidien et qui viendrait confirmer les idées d'Alessandro Baricot. C'est tellement évident que c'est une idée qui vient assez rapidement lorsqu'on lit le livre. Ce sont les centres commerciaux, les cathédrales du superflu comme les nomme Pascal Bruckner. Les gens ne se rendent plus dans les centres commerciaux pour acheter, ce qui devait être le but originel. Ils s'y rendent pour l'effervescence de l'endroit, encore ce mot, effervescence. Pour sentir le monde autour d'eux, pour plonger dans un mini-monde, une hétérotopie. Le centre commercial, à lui seul, est une hétérotopie. Imaginez l'incongruité de la chose. Des gens vont même manger dans des centres commerciaux. Est-ce que vous comprenez l'inanité de la bêtise de la chose? Manger dans un centre commercial alors que nos villes regorgent de bons restaurants à des prix pas forcément beaucoup plus élevés que n'importe quelle nourriture d'un centre commercial. On est d'accord. Conclusion. On se déplace dans un centre commercial dans un autre but pour lequel il avait été créé à l'initiale.
Finalement, l'ambiance, l'effervescence ont pris le pouvoir sur le but, ce qui sous-entend que le ressenti a pris le pas sur le rationnel. Je le répète, le ressenti a donc pris le pas sur le rationnel. Avant d'attaquer la partie au-delà du livre, deux petites critiques s'imposent au livre de Barico. Légères, hein, parce que le livre est un bijou, autant vous le dire tout de suite. La première, Barico considère la télévision comme un outil du monde barbare. Certes. Mais il lui oppose l'école comme faisant partie du monde non barbare. Mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. L'école est le lieu par excellence des enseignements par compétence, c'est le lieu par excellence de la culture de l'ego, c'est le lieu par excellence du nivellement par le bas, c'est-à-dire tout ce que Barico dénonça précédemment. La deuxième critique que nous pourrions émettre, formuler, c'est lorsque l'auteur fait référence à la muraille de Chine en conclusion. Il s'y est rendu pour comprendre les réflexions qu'il avait eues sur son livre. Il sous-entend grosso modo que nous ne pouvons pas lutter contre le monde des barbares. Nous trouvons qu'il n'appuie pas assez sur le combat qui se joue en nous, baignant quelque peu dans le nihilisme. C'est minime, mais il faut bien trouver une critique à un moment donné. Allons maintenant au-delà du livre, tâchons de lui apporter une plus-value. Le monde des barbares de Barico, nous l'avons vu, c'est le monde de l'horizontalisation. Mais attention, comprenons-nous bien. Ce n'est pas une horizontalisation signifiant une extension de la marchandise. Ce n'est pas une horizontalisation d'un point de vue marxiste du terme. Ça a déjà été dénoncé. Un marché qui s'étend à tout vent, à tout souhait. Ça a déjà été dénoncé par plusieurs penseurs du XXe siècle, du XIXe, comme Auguste de Villiers de l'Île d'Adam, très grand écrivain au demeurant, qui dans un de ses contes cruels, L'affichage céleste, se moquait de cela. Il se moquait des libéraux qui souhaitaient étendre le marché de la marchandise jusque dans le ciel. Alors c'était un petit peu ironique puisque ce serait étendre la marchandise présente sur Terre, donc horizontaliser encore la marchandise dans le fief même de l'élévation qui est le ciel. C'est ça qui était plutôt brillant de la part de Auguste de Villiers de l'Île d'Adam, auteur que je vous conseille. Parenthèse refermée. Rappelons que dans la philosophie catholique, si l'on regarde la croix, la barre horizontale représente la femme. Plus les mœurs, plus les valeurs, plus le comportement des femmes d'une société est de haute tenue, mieux la société se porte. La barre verticale représente l'homme, la droiture, les convictions, le suivi. Continuons la réflexion. Le monde des barbares, c'est donc un monde d'hétérotopies indépendantes les unes des autres, un monde d'expériences à vivre, mais jamais liées entre elles. Donc en fait, on va dans une bulle d'expérience, on en sort, puis on retourne dans une autre bulle d'expérience, toujours indépendantes l'une de l'autre. Il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de conviction qui nous donne une direction pour la vie. Ça donne un monde où en fait, c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi on met en avant tant le multitâche et l'aspect de la polyvalence. C'est donc un monde où on s'adapte à chaque bulle, et donc si on s'adapte, on a toujours un brin d'hypocrisie. Il n'y a jamais véritablement de conviction ancrée, puisqu'on peut naviguer d'une bulle à l'autre seulement pour des expériences. Et donc, in fine, qui est adepte de l'expérience avec un grand E, c'est-à-dire la philosophie de l'expérience? C'est la femme. C'est la femme qui désire essayer, expérimenter, fantasmer, goûter, sans être jugée. À travers sa spontanéité toute naturelle, son côté primesautier. Le monde des expériences accumulées, c'est le monde féminin, sans ligne directrice apparente. Le monde des barbares, ce sont donc deux choses principalement. Le concept de l'horizontalisation étendue et le concept des expériences accumulées. Ces deux concepts tendent donc vers la féminisation de la société. Mais ce n'est pas une féminisation simplement basée sur les sentiments ou une communication exacerbée à travers les sentiments, pas du tout. C'est une féminisation à travers le comportement humain de la femme,
par opposition au comportement humain de l'homme. C'est une féminisation, encore une fois, subtile, plus philosophique, plus doctrinale, et donc qui sera plus ancrée. Nous terminerons par un petit exemple. Une expression qui veut tout dire, une expression qui s'est développée ces dernières années, qui nous vient du monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon, c'est l'endroit du monde des barbares. C'est l'expression de sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aller dans ses hétérotopies, naviguer d'une hétérotopie à l'autre, naviguer dans ces petits mondes, s'y trouver bien, puis changer de monde. Continuons et revenons à l'exemple du livre. Lire demande aujourd'hui une disposition de l'esprit que l'homme n'a plus. Si avant l'homme lisait dans la perspective de s'élever à un effort de pensée, aujourd'hui on lit pour ne plus penser. C'est d'ailleurs ce qui explique la baisse du niveau général des livres. Le livre a en effet perdu sa fonction première. D'autre part, dans le monde humaniste actuel, la société s'appuie sur l'ego. L'ego symbolise le voile et non la finalité, un voile que nous devons déchirer par la transcendance pour dépasser nos illusions égoïstes. Selon l'expression consacrée, vous la connaissez tous, celle qui évoque la profondeur de l'âme, la profondeur de l'âme, ça demande du temps, de l'humilité et de l'introspection. C'est le contraire même du monde des barbares. Justement, ce temps, prenons-le pour bien réfléchir à cette idée. Le catholicisme, religion ancrée dans le présent, souffre dans le monde des barbares, qui impose un mouvement permanent et perpétuel. On peut même le voir avec les YouTube et les montages des vidéos qui sont rapides, excessifs. Dans la religion catholique, le rapport au temps est ancré dans le passé, ou tout au mieux dans le présent, le temps étant prêté par Dieu à l'homme. On ne va pas y revenir ici parce que c'est un petit peu hors sujet, mais ce qui explique la haine de la religion catholique envers tout ce qui est prêt à intérêt, puisqu'on ne peut pas prêter ce qui est donné par Dieu. En revanche, chez les protestants, l'ancrage par rapport au passé a disparu avec la notion de prédestination. Leur rapport au temps s'exprime seulement et uniquement vers l'avenir. C'est un abandon des thèses d'Augustin. Et qu'est-ce que cela signifie finalement? Bien, ça signifie que la religion protestante, c'est la religion idoine, c'est la religion parfaite à l'idéologie des barbares. Terminons notre chronique sur le monde des barbares par ce que nous allons appeler un exemple projection. L'exemple projection sur lequel nous allons nous attarder, c'est Notre-Dame. Avez-vous remarqué que lors de la couverture médiatique qui a duré des jours, des semaines, à propos de l'incendie de Notre-Dame, avez-vous remarqué, chers amis, que jamais n'a été évoqué le mot de catholicisme? Nous parlons ici de l'endroit peut-être le plus symbolique de la religion catholique en France. Pourtant, jamais le mot catholicisme à travers les médias n'a été prononcé, ou rarement, ou très peu. Nous voyons là que les barbares ont happé, piraté, travesti Notre-Dame. Ils en effacent l'élévation, la verticalisation symbolisée par le catholicisme, pour encore une fois étendre l'horizontalisation. Expliquons-nous. Dans l'esprit barbare, les barbares n'étant finalement que des humanistes, humaniste barbare n'est pas du tout un oxymore, bien au contraire. Dans l'esprit barbare donc, la fonction de Notre-Dame, la fonction première, doit disparaître. Elle doit être bannie. Cette fonction qui consistait à créer l'élévation de l'homme dans la religion catholique, demandant à l'homme une certaine soumission, une humilité. Tout ceci doit disparaître. Car dans l'esprit des barbares, la religion humaniste, leur religion dominante, l'homme ne peut pas se permettre d'être humble. L'homme est Dieu. Il n'a plus à se soumettre. Car dans l'esprit des barbares, Notre-Dame doit être refaite, reconsidérée, reconstruite, revisitée.
La visite, justement, dans une Notre-Dame refondée, mais refondée non pas seulement pour en faire un banal et un bel attrait touristique, histoire de réaliser une sorte de tour de passe-passe qui effacerait le spirituel, pour adouber le matériel. Non, non, non. C'est toujours plus subtil que ça dans le monde des barbares. Nous ne sommes pas dans une vision marxiste uniquement. Les barbares humanistes ne sont pas des anti-dieux stricto sensu. Ils agrandiront Notre-Dame et l'ouvriront à tout vent, à tous horizons, à toutes ethnies et à toute pensée. Dieu y sera présent, certes, mais ce ne sera qu'un outil utile et manipulé par l'homme comme tous les autres outils. L'homme viendra à Notre-Dame pour s'y ressourcer, pour recharger ses batteries, si tel est son besoin. Finalement, qu'est-ce que cela donnera au niveau architectural? Eh bien, cela tendra vers une négation de la verticalisation à travers une absence de clocher, ou alors un clocher moins imposant, ou alors un clocher travesti, par exemple de couleur, peu importe. Et surtout, une large et longue plateforme horizontale fera office de clou du spectacle de Notre-Dame. Une plateforme ouverte à tous et transparente que l'homme dominera et dans laquelle l'homme admirera son reflet. Chevalier mutes tes guadits, quam Deo avus alza clamor,